Bonsoir et merci de vous présenter ce thème qui est le cancer de prostate, qui est un thème difficile, mais qui a toute son importance depuis surtout 2 ans, à tel point que notre Association française d'urologie a édité de nouvelles recommandations sur 2 années, ce qui est extrêmement rare. D'habitude, c'est toutes les 4 années. Donc il y a toute une réédition des recommandations, notamment du traitement, mais du dépistage, du diagnostic, qui est fait. Donc je pense qu'il suffira du traitement pour occuper beaucoup de temps. Donc, le cancer de prostate, c'est le cancer le plus fréquent en France, donc avec une stabilité de l'incidence. Je passerai vite. 3e rang des décès par cancer chez l'homme, 3/4, donc ça c'est important, après 75 ans, et un âge médian de 83 ans. Donc ça touche le sujet âgé, donc on parlera de comorbidité dans les traitements, bien entendu. Alors, la détection précoce et l'amélioration des traitements ont permis justement de faire diminuer cette mortalité sur les 15 dernières années. Vous voyez, on est passé de 18 pour 100 000 à 9 pour 100 000. Alors, ça ne remet pas en cause le dépistage de masse qui n'est toujours pas recommandé par nos autorités, mais ça le fait discuter. Bref. Les facteurs de risque, je passe rapidement sur le syndrome métabolique, la surexposition au chlordécone qui a été utilisée dans les Antilles pour la culture de la banane. Qui est une maladie remboursée d'ailleurs dans le cas du cancer de prostate, avec surexposition. Et de plus en plus, on a des mutations du gène de réparation de l'ADN qui apparaissent comme des facteurs de risque qui touchent 5% des cancers de prostate, donc le gène BCR-A2 et BCR1 et l'OXB. Bref, la consultation oncogénétique, elle est recommandée, vous voyez, dans le cas de 3 cancers de prostate ou de 2 cancers avant 55 ans. Elle s'y associe chez les parents de premier et deuxième degré. Le cancer avant 50 ans et l'association dans la famille de cancer du sein ou de l'ovaire, donc cancer du sein avant 40 ans, sein bilatéral, ovaire et sein chez l'homme. Voilà. Justifie un dépistage précoce, du moins un diagnostic précoce, une détection par le toucher rectal, le PSA, l'IRM, à partir de 40 ans dans ces cas de figure. La détection précoce est faite de manière individuelle à l'heure actuelle, dans un schéma de facteurs de risque à partir de 50 ans, sur les origines afro-antillaises, les antécédents familiaux qu'on a évoqués, et sous réserve que l'espérance de vie justifie de faire un diagnostic précoce de maladies curables. Donc ça, c'est un point important, puisque ça concerne des sujets relativement âgés, donc avec des comorbidités. Donc la détection, c'est le toucher rectal, le PSA, et maintenant l'IRM, qui est devenue une recommandation incontournable et une forte suspicion, puisqu'elle sera faite de toute façon avant toute biopsie. Et c'est une recommandation qui est incontournable du fait du dépistage des lésions, de petites lésions, et surtout de leur éventuelle extension qu'on ne pourrait pas voir après une biopsie, si elle a été faite après une biopsie. La biopsie périnéale est supérieure en termes de risque infectieux. Est-ce qu'elle est supérieure en termes de dépistage? Ce n'est pas prouvé, mais elle est plutôt recommandée. Et il est recommandé de faire 12 prélèvements associés à 3 prélèvements par cible d'IRM, qui permet de déterminer un nouveau score histologique qu'on appelle le score ISU, qui détermine la gravité de la pathologie. Donc on va parler avant toute chose du cancer localisé pour redéfinir, avant de parler des traitements, les différents groupes. On détermine 3 groupes de cancer de prostate qui sont des groupes à faible risque. Je ne reviens pas sur le contenu, vous le voyez. Les patients à risque intermédiaire qui, eux, nécessitent un bilan d'extension avant toute prise en charge. Et les patients à haut risque, où là, l'intérêt du PET scan au PMSA n'est pas encore validé, mais va devenir certainement une référence, puisque c'est l'examen qui permet le meilleur dépistage des détections de métastases ganglionnaires et osseuses. Comme vous le voyez, les métastases osseuses dépendent du PSA et de ce fameux score ISUP. Elles augmentent avec le taux de PSA pour aller jusqu'à 30%, même dans les stades localisés. Les scores qui sont cités là sont cités à titre indicatif. Ce sont des normogrammes qu'on utilise pour déterminer en cas de maladie le risque d'atteinte ganglionnaire, le risque de mortalité justement en fonction de l'âge de la comorbidité des patients et le risque de métastase qui pourrait orienter et du moins faire discuter le traitement et le type de traitement. Globalement, les traitements du cancer de prostate localisé reposent sur plusieurs éléments. On débute par la radiothérapie, qui est un traitement ancien. Je reviendrai rapidement sur 2 formes, la curithérapie, qui est la radiothérapie interstitielle, qui est utilisée dans les risques intermédiaires, qui peut être de manière interstitielle pure, avec de l'iode 125, ou en association avec la radiothérapie, pour faire un boost afin de limiter les événements de toxicité radique. Globalement, on utilise le plus souvent
la radiothérapie externe qui permet de faire des doses importantes, maintenant grâce à la modulation d'intensité, et l'hypofractionnement pour réduire la durée de radiothérapie. L'irradiation des aires ganglionnaires n'est pas systématique pour le cancer de prostate localisé. On voit les toxicités digestives qui sont quand même non négligeables, de grade 3 de 10% jusqu'à 20% de toxicité urinaire, sous forme de cystite radique, pouvant nécessiter des interventions, voire les cystectomies dans certains cas. On retient les indications de la radiothérapie dans le traitement de la maladie localisée, on va le voir dans les recommandations, le traitement adjuvant en cas de récidive biologique après prostatectomie ou de traitement de rattrapage, le traitement des métastases symptomatiques à titre symptomatique, bien entendu, et le traitement, ce qui est nouveau, de la maladie métastatique en association, ce qui est relativement récent et qui fait partie de nouvelles recommandations. La prostatectomie totale, qui fait partie bien évidemment du traitement du cancer localisé, avec un rationnel, vous voyez, qui justifie son indication dans cette forme-là, donc la réduction de mortalité, le bénéfice en survie sans métastase, qui est reconnu, et le bénéfice est d'autant plus marqué que le sujet est jeune dans sa forme localisée. C'est là où on a le gain le plus important, c'est les sujets de moins de 65 ans dans toutes les études. Et l'espérance de vie, bien sûr, on revient sur ce curseur de 10 ans. L'indication, le traitement curatif de la maladie localisée. Exceptionnellement, dans d'autres cas, mais je passe. Les voies d'abord, alors là, ça a été reconnu dans les recommandations qui ont été éditées récemment. Les voies d'abord n'ont pas, qu'elles soient robot-assistées, laparoscopiques ouvertes par laparotomie, n'ont pas montré dans toutes les études et les méta-analyses de supériorité en termes de récupération de la continence et de l'érection. Alors, il y a un confort pour la voie robot-assistée dans le saignement, semble-t-il, et la récupération post-opératoire, voilà. Mais sur ce qui compte le plus pour le patient, la continence et l'érection, il n'y a pas de bénéfice accru. D'ailleurs, dans les recommandations faites par l'AFU, toutes les voies d'abord peuvent être proposées aux patients. Voilà. Donc c'est proposé en effet au cancer de faible risque, mais de haut risque dans certains cas, quand les gens, on va le voir, sont informés et sont jeunes du risque qu'après chirurgie, ils vont avoir une multimodalité, c'est-à-dire un traitement complémentaire par radiothérapie. La surveillance active, et ça c'est un peu la grande nouveauté, c'est connu depuis longtemps, mais ça a été validé. Alors ça consiste à dire, non pas qu'on ne fait rien, mais c'est décliner, déterminer une surveillance d'un cancer considéré comme localisé à bas risque, pour lequel on va éviter un traitement qui va l'exposer à des effets secondaires et une morbidité, et sans prendre de risque sur la gravité de sa maladie, sa létalité, et sans perdre la fenêtre de tir de traitement curatif. C'est le principe, et qui a été validé par une grande étude sur 10 ans, avec plus de 1600 patients, et qui a comparé les traitements, antérieurs et de référence, que sont la chirurgie et la radiothérapie, et la surveillance active. Et il a été constaté dans les formes localisées à bas risque que l'espérance de vie à mortalité spécifique et globale était identique, ce qui a validé cette proposition thérapeutique. Donc il ne s'agit pas de rien faire, mais de surveiller les patients, on voit tous les 3 mois, basé sur une IRM, un PSA tous les 3 mois, une IRM au moins annuelle, et qui sont confirmés par une biopsie de confirmation dans les 6 à 12 mois après la première biopsie, pour être sûr qu'on est bien dans une maladie localisée. Et l'indication de traitement, c'est-à-dire au cours de la surveillance, la maladie s'accentue, c'est environ de 9 à 10% par an, en cas d'augmentation du grade d'agressivité, du temps de doublement de PSA ou du volume tumoral à l'IRM. Les résultats, vous voyez, sont assez satisfaisants, avec un taux de progression, mais qui est pris en charge par un traitement curatif, qu'il soit chirurgical ou radiothérapie. Et le taux d'évolution est de 3% vers la maladie métastatique. Donc ce n'est pas non plus anodin, mais c'est relativement faible. La durée médiane est de 3 ans, à peu près, de traitement différé. Et donc 3 ans médian, ça veut dire que les patients restent sans traitement morbide pendant toutes ces années. Et la probabilité de poursuite à 5 ans atteint presque 70%. Globalement, les différents traitements alternatifs, je passe vite parce qu'ils ne sont pas recommandés actuellement de manière validée dans la surveillance, qui vont certainement le devenir dans la maladie localisée, que ce soit les ultrasons focalisés de haute intensité et la cryothérapie, qui ont de bons résultats, mais qui n'ont pas été randomisés avec un recul suffisant pour les valider et les proposer au même titre que la chirurgie et la radiothérapie, voire même la surveillance active.
Donc actuellement, ils sont développés dans des indications de traitements focaux, c'est-à-dire des traitements partiels de la prostate. Donc les études sont en cours et certainement ça va changer la prise en charge à moyen terme. Globalement, les indications de chirurgie prostatique sont définies par, je dirais, un point important, qui est d'abord l'information aux patients des effets secondaires. Ce sont des sujets âgés, l'impact sur la continence n'est pas négligeable, et l'impact sur les troubles de l'érection a toute son importance, sachant que l'espérance de vie et les comorbidités influent sur ce choix. Donc c'est un débat qu'on a avec les patients, un dialogue, un échange qui est répété et surtout qui est le choix thérapeutique est confirmé en réunion de concertation pluridisciplinaire. Globalement, donc les recommandations récentes, vous voyez, du cancer localisé à faible risque, c'est la grande majorité des patients dans qui on fait un diagnostic précoce. C'est la surveillance active avec un grade de recommandation élevé et on voit que la prostatectomie radicale et la radiothérapie sont des options. Et il n'a pas été retenu les ultrasons et la cryothérapie comme des traitements à proposer aux patients, de même qu'un traitement hormonal, bien entendu, il s'agit d'une tumeur localisée. Dans les cancers, il y a 3 sous-types malheureusement de cancers localisés, donc de risque intermédiaire. Là, par contre, la prostatectomie a toute sa place. De même que la radiothérapie qui peut être associée à l'hormonothérapie de courte durée. Et on voit apparaître la surveillance active dans certaines formes de cancer prostatique localisé dit de risque intermédiaire, ce qui est peut-être plus délicat. D'ailleurs, la recommandation est faible, donc elle ne doit pas être forcément proposée de principe par rapport aux traitements curatifs qui ont fait leurs preuves. Dans les cancers de prostate localisés à haut risque, et c'est là où ça a beaucoup changé, parce que typiquement, avant, c'était la radiothérapie couplée à une hormonothérapie concomitante de 36 mois. C'était le référent. Alors, les études ont montré que 18 mois faisaient aussi bien que 36 mois, ce qui diminue la morbidité liée à l'hormonothérapie prolongée et à la castration chimique qu'elle induit. L'irradiation pelvienne, c'est-à-dire associée à ganglionnaire, est recommandée, mais avec un grade faible. Mais surtout, dans les formes très graves de cancer localisé et localement avancé, qu'on a ajouté un nouvel anti-androgène pendant 2 ans associé à la radio-hormonothérapie. Et ça devient le référent, vous voyez, dans les stades donc élevés, avec un PSA très élevé, des T3, T4, mais sans métastase. Et c'est devient incontournable, il est bien sûr de mise de le prescrire à tout patient dans ce cadre-là. C'est un référentiel. La prostatectomie, comme je vous disais tout à l'heure, peut être proposée dans les formes, je dirais, à haut risque, mais là, le risque d'avoir une radiothérapie, un traitement post-opératoire doit être donné comme information aux patients. Voilà, donc je vais rapidement sur la récidive biologique après traitement focal, qu'il soit donc, dans la plupart des cas chirurgical ou radiothérapique. Donc vous voyez les définitions, c'est des PSA très bas. Il faut traiter rapidement et surtout après prostatectomie par une radiothérapie de rattrapage précoce. On s'est rendu compte que l'hormonothérapie dans les formes à haut risque apportait un bénéfice. Globalement, et dans de rares cas, c'est un grade faible, la surveillance peut être effectuée chez les gens âgés à faible potentiel évolutif. Alors après radiothérapie, c'est plus compliqué parce que le traitement curatif est difficile et c'est pour ça que souvent on informe les gens quand on propose un traitement curatif qu'après radiothérapie, il y a un traitement de rattrapage qui est beaucoup plus compliqué. Vous voyez, les grades sont faibles. Alors qu'après chirurgie, on a la radiothérapie comme traitement adjuvant au traitement de rattrapage. Donc c'est bon, les gens sont informés de cette donnée, que le choix de la radiothérapie peut induire une prise en charge plus difficile en cas de récidive biologique. Voilà, globalement, je passe maintenant au cancer prostatique métastatique. Alors c'est très compliqué, c'est très large et là ça a beaucoup changé du fait du traitement qui a évolué. Auparavant, c'était la suppression androgénique complète par agoniste de la LHRH, qui était un traitement de référence depuis de nombreuses années, plus de 40 ans. Avec apparition récemment d'un traitement par voie orale, alors que toutes les anciennes techniques, du moins prescriptions, se faisaient par voie sous-cutanée, mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.
La chimiothérapie qui est maintenant validée depuis une dizaine d'années dans le cadre du cancer métastatique. Et ce qui est apparu, ce sont des nouvelles hormonothérapies de nouvelle génération, qui sont des traitements par voie orale, avec l'abiraterone et environ 4 ou 5 molécules et d'autres qui sont en cours d'évaluation. Et on a constaté que le prescrire chez les gens qui avaient un carcinome métastatique améliorait la survie globale et la survie sans progression de la maladie, donc sans événements osseux notamment. Et s'est développé en parallèle de ça un inhibiteur de PARP, un inhibiteur qui agit sur la réparation de l'ADN et qui impacte sur les patients porteurs de cette mutation génétique qu'est le BCRA2, qui doit être recherché en cas de cancer métastatique. Une molécule est particulièrement efficace dans ce cadre-là. C'est associé récemment la radiothérapie. Alors on va dire pourquoi la radiothérapie de prostate dans le cancer métastatique? Parce que ça apporte un bénéfice en survie globale de traiter certaines formes de cancer de prostate qui sont pourtant en métastase osseuse ou multiples. Et c'est devenu un référentiel. Globalement, s'associe à ces traitements de base qui sont les traitements hormonaux et chimiothérapiques, les traitements qui ciblent l'os, puisque le cancer de prostate est un cancer très ostéophile. Donc les anticorps, le denosumab, les anticorps anti-RANK, le XGEVA qui est celui qui est recommandé et qui doit se passer pour 2 ans dans les recommandations. Le dichlorure de radium qui n'est pas disponible en France, c'est un vecteur de rayons alpha qui se fixe sur le calcium avec une faible pénétration, de faible taux d'hématotoxicité. En France, par contre, on a la radiothérapie isotopique qui est accessible en accès précoce récemment, qui fonctionne très bien avec un bénéfice sur la survie, mais qui a une hématotoxicité très importante d'un patient sur 4. Donc c'est à réserver à des formes de 2e ou 3e ligne de cancer métastatique. Donc tout ça pour dire que sont apparus un panel de molécules qui a modifié complètement la prise en charge. Avant, il y avait dans les cancers métastatiques 1, 2 lignes, les 3e lignes étaient vraiment des fins de vie, du compassionnel. Avec ces nouveaux traitements, sont apparus des 2e, 3e, 4e lignes, ce qui a prolongé bien sûr la vie des patients et en a fait une maladie presque chronique pour certains sujets âgés qui décèdent d'autres pathologies. Les recommandations dans le cancer de prostate hormonosensible, c'est-à-dire le cancer où le patient se présente d'emblée avec des métastases, donc 10 à 20% des cas. Donc là, la suppression androgénique est le traitement de référence. Et maintenant, on fait ce qu'on appelle un triplet, comme dans d'autres cancers du poumon ou autres. On associe le traitement hormonal de base, la suppression androgénique, ces fameuses hormonothérapies de nouvelle génération et une chimiothérapie. Donc on fait une trithérapie dans les volumes importants, sous réserve que le patient, bien sûr, soit éligible à la chimiothérapie. C'est des gens âgés, je le rappelle. Et on a constaté que cette trithérapie a augmenté la survie globale, au prix d'une morbidité, c'est vrai, liée à cette trithérapie, mais largement compensée par le bénéfice. Et le deuxième point important dans ces nouvelles recommandations du cancer métastatique, c'est la radiothérapie prostatique qu'on associe, qui améliore, en effet, dans les métastases de faible volume, moins de 4 métastases, peu de volume tumoral important, qui améliore la survie et l'efficacité du traitement général. Pour le reste, c'est moins important, mais la grande révolution, c'est cette intensification des traitements dans les hauts volumes des gens métastatiques, qui est maintenant reconnue et qui doit être choisie. Donc globalement, on passe à la phase suivante, c'est-à-dire le cancer métastatique a répondu au premier traitement, et même si on a fait cette trithérapie qui est très efficace, on se retrouve face à une maladie qui devient résistante à la castration. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est là où on fait un panel de traitements, c'est-à-dire selon ce que le patient a eu en première ligne, on peut utiliser les différentes molécules qui sont citées, soit une chimiothérapie si le patient a eu une hormonothérapie de première ligne, soit une chimiothérapie si le patient a eu une hormonothérapie de nouvelle génération de 2e ligne. Et il est utile à ce moment-là, quand le patient devient résistant à la castration, d'effectuer un test génomique à la recherche de cette mutation des gènes BCR1 et 2 pour pouvoir leur faire indiquer le traitement par olaparib et qui augmente la survie globale.
On passe au dernier point qui est à proposer en troisième intention, en troisième ligne, c'est la radiothérapie interne vectorisée liée au PMSA. Donc il faut que les gens aient passé un PET scan au PMSA, que les lésions osseuses soient bien déterminées avec un haut volume pour que la radiothérapie soit fixe sur ces zones osseuses. Globalement, pour terminer, voilà un petit peu les premières lignes. Si le patient a une suppression androgénique seule, voilà, on a le choix, mais dès qu'on passe de la chimio, on ne reprend pas une chimio après, sauf dans des cas particuliers. Et une hormonothérapie passe à une chimio après, quelles que soient les modalités choisies à un stade hormonosensible. Alors c'est un peu complexe, c'est de la cuisine oncologique, mais qui a changé complètement la prise en charge, puisqu'on peut prolonger, certes avec une morbidité, et c'est là où il y a toute la discussion avec les patients, de savoir jusqu'où on peut aller, et l'oncogériatre a toute sa place aussi dans ces choix-là. Globalement, ce qu'il faut retenir, alors je reviens sur les points importants qui ont été déterminés dans les nouveautés du traitement, qui sont l'IRM prostatique, qui est un incontournable, et ça va devenir, je pense, de plus en plus important pour le choix thérapeutique des formes localisées, pas que de la surveillance active, et je pense dans le dépistage et le diagnostic précoce de la maladie prostatique. L'utilisation du PET scan au PMSA dans le statut ganglionnaire et osseux et dans la récidive est incontournable maintenant. Je pense qu'il va falloir le déterminer comme le prioriser par rapport aux autres PET scans. La surveillance active, je rappelle, est le traitement de référence des cancers de prostate à bas risque évolutif. L'abiraterone, c'est ce qui a été recommandé maintenant pendant 2 ans dans les tumeurs localisées à haut risque associées à la radio-hormonothérapie. Auparavant, il n'y avait que la radio-hormonothérapie. Les nouvelles hormonothérapies de nouvelle génération doivent être utilisées en première intention, ce qui n'était pas le cas dans le cancer métastatique, et peut être utilisé dans tous les stades du cancer de prostate métastatique résistant à la castration. Donc c'est devenu un panel thérapeutique qui est très important. Et l'olaparib, je rappelle, doit être utilisé après test génomique. Et on revient sur l'intensification qui a changé la prise en charge des cancers métastatiques hormonosensibles, c'est-à-dire le triplet, suppression androgénique, nouvelle génération de hormones et chimiothérapie, ainsi que la radiothérapie dans les bas volumes. Voilà. Je vous remercie. Ça a été relativement long, mais le sujet est très ardu en ce moment. Et voilà. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à la place de l'IRM. Est-ce que tu n'as pas peur que les installations aujourd'hui ne suivent pas la courbe des besoins, et en particulier dans une maladie fréquente et dans une population de plus en plus âgée, avec un nombre de patients de plus en plus important? Est-ce qu'on va finalement pouvoir proposer, est-ce qu'ils vont tous avoir accès à l'IRM? C'est une grande question en termes de soins, de coûts de santé. Le dépistage, c'est pour ça que ça n'a jamais été reconnu. Alors, il y a récemment la Commission européenne qui a dégagé un budget, non pas pour faire de l'IRM à tout le monde, mais à travers une sorte d'organigramme du PSA, des antécédents familiaux, de déterminer si ces patients sont à risque, à partir d'un certain PSA, de faire un PSA, de faire une IRM à ce moment-là uniquement. Donc, il se développe actuellement des études pour déterminer s'il y a lieu de faire une IRM, parce qu'en effet, on ne peut pas faire des IRM dès que le PSA est un peu élevé, au-dessus de 4, à tous les patients. Par ailleurs, est-ce qu'on ne fait pas perdre une chance si on ne fait pas une IRM à quelqu'un qui a 4 pour diagnostiquer un cancer qui peut être agressif à un stade très précoce? Donc c'est pour ça que se développent des normogrammes et des attitudes qui sont européennes maintenant pour des raisons d'organisation de soins et d'homogénéité.